Comment les nouvelles technologies font évoluer le style photographique? C'est tout l'objet de cette interview. Je reçois aujourd'hui Ghislain Simard, où nous allons faire un point de la manière dont les évolutions technologiques ont fait évoluer le style photographique. Dans cette révolution numérique, au début, on était plutôt à vouloir recréer un petit peu nos habitudes de travail que l'on avait avec l'argentique. Et puis petit à petit, les capteurs ont évolué, les dynamiques ont évolué, les écritures des optiques ont évolué. Les éclairages au flash également ont évolué. Tout l'objet de cette conférence, c'est voir comment chacune des technologies a fait en sorte que l'on obtienne de nouvelles images. Merci Ghislain d'être parmi nous. Mais c'est un plaisir. En fait, je suis un photographe qui est très spécialisé en photo de nature, puisque je photographie les insectes en pleine action, en vol. Et même si tout a commencé par la photographie de papillons, qui sont mes insectes de prédilection, je me suis diversifié vers un peu toutes les espèces d'insectes, tout en continuant toujours à faire que des photos d'action. En fait, ce que j'ai trouvé à travers l'évolution des technologies, c'est qu'il y a deux éléments qui sont primordiaux pour faire des belles images. C'est la maîtrise de la lumière qui a évolué au fur et à mesure du temps, et puis avoir des belles optiques, parce que c'est beaucoup par l'optique qu'on arrive à avoir une très belle écriture graphique sur les clichés. Et c'est ce qu'on va voir à travers cette évolution. C'est tout l'objet, puisqu'on va parler du Plénor, on va parler des 402.8, on va parler des 202, on va parler d'optique multique, certes. On repart sur la genèse, on repart dans les années 89. Donc dans ces années-là, 89, c'était, pour resituer, c'était l'intervention de l'Internet, du World Wide Web. Tu avais un objectif avec ta 36 poses, c'était de réaliser une image de net. Je me suis rendu compte, dès que j'ai voulu photographier les insectes en vol, qu'il y avait deux défis à relever qui m'ont conduit à développer du matériel spécifique. Le premier défi, c'est de réussir à déclencher au bon moment. Donc, à l'époque, j'étais élève ingénieur à l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechnique de Besançon, les fameux chronos. Et grâce au laboratoire d'optique auquel j'avais accès, on a développé un bon optique équipé d'un laser hélium-néon qui permettait finalement de détecter le passage de l'insecte dans un cadre et de générer un signal de déclenchement de l'appareil. Et puis, pour ce qui est du deuxième défi, qui est de réussir à avoir une photo nette, parce que l'action est vraiment très rapide, quand un insecte traverse le champ de l'appareil, j'ai utilisé des éclairs de flash électronique pour figer le mouvement. Et c'est l'association de ce banc optique conçu au laboratoire de Besançon et des flashs électroniques qui m'a permis de tenter de réaliser mes premières photos de papillons pris en plein vol. Ce banc, à l'époque, il ressemblait à ça. Voilà, c'est comme très encombrant, vous voyez, donc voilà. C'est très mécanique. Oui, c'est très mécanique. La grosse boîte ici, c'est le laser hélium-néon. Boîte en bois, pourquoi? Parce qu'il y a une alimentation 7000 volts pour alimenter le tube laser qui est situé en haut. Et puis, gros inconvénient par rapport à ce que j'utilise par la suite, c'est que ça fonctionne que sur secteur. Donc, mes premières photos de papillons en vol étaient réalisées en studio. Ce qui posait quand même pas mal de contraintes. Et puis vous voyez, par rapport à ce que j'expliquais, c'est qu'en fait on a un banc optique ici avec deux miroirs qui permettent de créer finalement un balayage avec le rayon laser. Et dès qu'un objet traverse ce plan balayé par le laser, on peut, grâce à une cellule photosensible qu'on mettait dans le trou qui est en haut là, détecter le passage de l'insecte et fabriquer un signal pour déclencher l'obturateur. Donc voilà comment on a commencé. Donc là on était en 89 et derrière tu mettais quel boîtier? J'ai commencé avec du matériel Canon, mais dès que Canon a sorti la monture EF, comme les objectifs Micro-Nikkor, les optiques, comme je l'ai dit en introduction, sont très importantes, m'intéressaient beaucoup, en particulier le 105 mm f2.8. Quand Nikon a sorti le Nikon F4, j'ai acheté un Nikon F4S à l'époque pour pouvoir réaliser des rafales. Et mes premières images de papillons nets ont été réalisées avec un Nikon F4 en argentique. Alors j'étais déjà content quand on voit les quelques images argentiques que j'ai apportées avec moi aujourd'hui. Quand j'avais un papillon dans le cadre net, j'étais content de moi et c'était mon principal objectif à l'époque. 1990, tu découvres le numérique. Pour resituer, c'était la version de Photoshop 1.0 qui arrivait sur le marché, qui était à l'époque très confidentielle. Oui. Et tu étais toujours dans cette logique d'obtenir un papillon de net. À l'époque, je n'avais pas de recherche graphique particulière. Mon objectif, c'était de relever un défi technique qui était de réussir à figer un insecte net dans le cadre. Voilà. On avance. 1997, tu rentres dans le numérique.
Pour resituer, c'est l'arrivée de Google en version bêta. Et toi, tu commençais un petit peu à rentrer dans le numérique et tu étais dans cette logique de dire si j'ai plus la contrainte du film, je vais peut-être commencer à chercher des nouvelles alternatives. Oui, mais en 1997, la contrainte du film était toujours présente parce que je travaillais avec un Nikon F5 qui avait une caractéristique très intéressante pour moi, c'est que c'était un boîtier vraiment très nerveux. On pouvait prendre des rafales à très haute cadence, à 8 images par seconde. À l'époque, c'était vraiment le maximum de ce qu'on pouvait faire. Et j'avais déjà associé ce boîtier-là à une optique qui avait un rendu très sympathique. C'était un 300 mm f2.8 AFI, donc un objectif avec un moteur intégré. Et ça m'avait permis de photographier en rafale plusieurs positions du vol d'un papillon. Et donc, l'image qu'on affiche là, c'est un Apollon, un papillon qui vit en montagne, donc photographie réalisée dans le parc de la Vanoise. Et là où le numérique était intervenu, c'est que j'avais fait l'acquisition d'un scanner Coolscan LS1000 à l'époque, et j'avais scanné les 3 diapositives successives, et je les avais assemblées en les mettant dans 3 calques de Photoshop. À l'époque, c'était la version 2.5 de Photoshop, je m'en souviens. Je m'en souviens parce que cette version-là, c'était la première version qui était multicalque. 2003. Donc là, 2003, pour resituer, c'est l'arrivée de iTunes Music Store. Toi, tu progresses. J'ai vraiment basculé en numérique. Oui. Le 105 macro est arrivé comme outil principal. Voilà, et j'utilise un Nikon D2H qui me permettait finalement de ne plus avoir la limitation des 36 poses du film. Et je continuais à faire des photographies avec beaucoup plus de souplesse qu'avec l'argentique, mais toujours avec un rendu d'image où finalement je photographie des gros plans encore très serrés sur les papillons, mais avec une souplesse de travail bien meilleure qu'avec le film. C'est ce que l'on voit pour cette image. Alors pour vous qui allez voir plein d'images, gardez en tête, chaque fois il faut observer bien évidemment le plan de netteté et puis la construction des arrière-plans tout au fil de notre discussion pour voir un petit peu les écarts de lumière et les écarts de contraste. Et ce qu'il y a sur cette image-là, c'est qu'on voit que je travaille encore avec beaucoup de profondeur de champ. Je vais être à F11 ou F16, ce qui fait que quasiment tout le papillon est net. C'est un inconvénient, c'est que si je cadrais pas serré comme ça, j'aurais un arrière-plan trop présent. Mais à cette époque-là, je fermais beaucoup de diaphragme parce que je craignais de rater trop d'images. Donc la profondeur de champ avec le diaphragme fermé me permettait d'avoir un taux de réussite plus important. C'était l'astuce, ouais, d'accord, de la profondeur de champ pour avoir un papillon de net. Cette image-là, Là, c'est une image où je commence à travailler un petit peu plus sur le graphisme des images, où finalement, en observant les papillons dans la nature, je me suis rendu compte qu'il y avait des situations où finalement l'environnement autour du papillon répondait au teint du papillon. Donc, sur une image comme ça, j'avais photographié le papillon de dos pour montrer finalement les teintes bleu ciel du papillon qui se marient magnifiquement avec son environnement bleu lui aussi. Et donc on est toujours au D2X à l'époque et toujours au 105. Toujours avec un 105, là également. Ouais. En fait, c'est un couple D2H puis D2X et 105 que j'ai beaucoup utilisé entre 2003 et 2005. Cette image-là, c'est une image où, grâce au numérique, j'ai appris plus rapidement finalement à mieux maîtriser mes flashs électroniques et je commençais à faire des lumières un petit peu plus subtiles où ici on voit que j'ai composé un éclairage en contre-jour de manière à avoir les reflets de la lumière sur les feuilles. C'est des choses qu'à l'époque de l'argentique, j'imaginais même pas faire parce que j'avais plus de mal à me rendre compte du rendu de mes flashs parce qu'il fallait attendre le développement des films pour découvrir les erreurs qu'on faisait. Et un des gros avantages des boîtiers numériques, c'est qu'on apprend beaucoup plus rapidement puisqu'on voit les résultats tout de suite. 2005, alors 2005 c'est l'apparition des réseaux sociaux, c'est l'apparition du partage et toi tu es dans une optique justement qui est de dire puisqu'aujourd'hui je sais faire les papillons de net, je vais m'attacher à travailler la lumière, je vais m'attacher à reproduire la lumière naturelle. Donc là tu rajoutes une pierre à cet édifice de documentation des insectes. Oui, et cette volonté de mieux reproduire la lumière naturelle coïncide avec la mise sur le marché par Nikon, donc encore ici un step de technologie, du système de flash sans câble. Je crois que Nikon l'appelle le Creative Lighting System, qui est un système qui permettait de piloter avec un module SU800 donc, par infrarouge différents types de flashs, donc des flashs Cobra, mais aussi un système de petits flashs, soit avec un kit R1C1, soit avec des petits flashs SBR200, qui sont mieux adaptés à la
macro, et j'arrivais en association en associant des flashs Cobra, des petits flashs macro et un système sans câble qui ouvre finalement beaucoup de souplesse d'emploi, à multiplier les sources de lumière pour éclairer le sujet mais aussi l'arrière-plan et avoir une belle lumière et reproduire un graphisme lumineux très intéressant. C'est justement ce que l'on voit là avec le papillon qui arrive sur fond jaune. Tu nous racontes le plan d'éclairage ? En fait, cette image-là, comme on le voit, reproduit un éclairage en contre-jour assez subtil, puisqu'on arrive à voir l'ombre d'une aile du papillon sur l'autre aile. Donc globalement, j'ai un éclairage en contre-jour avec un flash Cobra qui éclaire le papillon par l'arrière. Mais ce qui est très important pour avoir un rendu naturel, c'est d'éclairer l'arrière-plan de la même manière. Donc j'ai un autre flash qui est plus loin, qui éclaire également en contre-jour l'arrière-plan. Et pour compenser le contre-jour qui est un peu trop marqué, puisque les flashs sont quand même des sources de lumière ponctuelle, j'ai deux petits flashs SBR 200 qui compensent le contre-jour à côté de l'objectif, et j'ai un dernier flash Cobra qui est au-dessus de toute la scène pour adoucir l'ensemble. Donc c'est un flash qui est en hauteur et qui éclaire à la fois le sujet et l'arrière-plan. Donc on compose comme ça avec 5 flashs une lumière qui reproduit bien une ambiance naturelle. Et puis surtout, tu recrées de l'éclairage de studio dans un environnement plutôt nature. Oui, je mets en œuvre des règles d'éclairage studio dans la nature. Voilà, ouais. Donc là, on voit aussi un autre exemple de lumière où l'importance de l'éclairage du sujet, mais aussi de l'arrière-plan, est primordiale pour le rendu d'image. Donc ici, une autre image avec une lumière partiellement en contre-jour et qui magnifie bien les détails sur la végétation autour du papillon, et on se rend compte que le rendu d'image tient beaucoup à la qualité de l'éclairage, comme dans beaucoup de disciplines, pas seulement pour photographier des insectes, mais dans tous les domaines, la maîtrise de la lumière est fondamentale, et comme finalement, je l'expliquais tout à l'heure, les flashs sont très importants pour moi pour ficher le mouvement, parce que c'est la durée de l'éclair qui va permettre de ficher le mouvement. J'ai transformé cette contrainte technique, qui était un passage obligé pour avoir des photos nettes, en une opportunité, puisque comme je travaille au flash, je maîtrise la lumière, et quitte à maîtriser la lumière, autant la travailler de manière à avoir un rendu très graphique. Donc là, on est toujours au D2X, et puis on est toujours au 105 macro. On avance, on passe en 2006. Donc 2006, pour les photographes, c'est l'arrivée de Lightroom en version bêta. Et toi, là, tu te dis, bon, je maîtrise, je sais faire de la netteté sur mes insectes, je commence à les rééclairer, je commence à maîtriser les arrière-plans. Et si je travaillais sur le net flou, et si je travaillais sur le bokeh? L'intention derrière ça, c'est de réussir à avoir des cadrages plus larges, des compositions plus aérées, pour montrer davantage le milieu naturel dans lequel les insectes évoluent. Et pour avoir un graphisme sympathique, quand on cadre plus large, une solution, c'est d'avoir une distance focale plus importante, de travailler avec un téléobjectif, mais aussi d'ouvrir davantage le diaphragme. Donc je me suis dirigé assez naturellement vers une optique qui elle, n'est pas naturelle dans le monde de la proxy photo, puisque j'ai testé avec bonheur un 200 mm f2, qui est devenu un très bon compagnon pour faire des cadrages larges, comme on voit ici. Ici, c'est un morio, un grand papillon qu'on trouve au début du printemps. L'association grande ouverture était l'objectif, m'a permis finalement d'avoir des compositions plus aérées, tout en conservant un graphisme très intéressant sur les images. Tes barrières également de déclenchement ont évolué, parce que là on est d'accord, c'est toujours de la barrière infrarouge, c'est toujours du déclenchement. J'utilise toujours de la barrière infrarouge, mais j'utilise plus l'énorme laser hélium-néon que je montrais tout à l'heure. En fait, j'ai remplacé à partir de 2002-2003 le laser par une petite diode. Alors, si on fait un petit peu de temps sur la table, en 2006, on va ranger 2 générations d'appareils photo. Donc en 2006, tu as remplacé ton système par finalement, le laser est remplacé par une petite diode qu'on voit ici, les formes minuscules, hein, vous voyez, c'est le petit carré blanc qui est là. Et elle fonctionne avec 2 petites piles AA, donc toutes simples, ce qui permet finalement d'avoir des systèmes portatifs, comme on le voit là, finalement, avec un petit électronique de déclenchement que je fixais sous le boîtier. Et ici, on a un D2X, un 60 mm macro et un cadre de déclenchement qui permettent de travailler sans
sans aucune contrainte directement dans la nature. Donc on voit le gap en termes de souplesse d'emploi gigantesque entre les premiers systèmes qu'on utilisait en argentique qui contraignait à travailler exclusivement en studio, et puis un système beaucoup plus souple d'emploi, portable et beaucoup plus léger, qu'on peut fixer comme ici sous l'appareil. Donc là on était en 2006, donc 2007, ça évolue. 2007 pour rappel c'est l'arrivée des premiers smartphones. Et toi, je crois que tu as changé d'insecte. C'était trop facile les papillons, ils passaient tous dans tes barrières. Tu t'es dit, je vais prendre un insecte plus rapide, je vais aller chercher des libellules. J'avais fait un petit peu le tour du sujet. Et puis comme j'ai publié mon premier livre complètement dédié aux papillons, ça a été pour moi un tournant qui m'a permis de m'intéresser à d'autres insectes. Et avec les libellules se posent d'autres difficultés. Par ces insectes qui sont encore plus rapides que les papillons. Et puis il y a des difficultés d'approche, parce que ce sont des insectes qui vivent souvent au-dessus de l'eau. Donc il a fallu que j'utilise un téléobjectif plus puissant. Et comme j'aime bien le bokeh des grandes ouvertures, j'ai cassé ma tirelire pour une optique vraiment très onéreuse, mais qui, en termes de rendu, qui est fantastique. C'est un 400 mm f2.8 que j'ai associé avec le premier boîtier plein format Nikon, un Nikon D3. Et ça m'a permis de beaucoup travailler sur les ambiances en contre-jour avec les reflets sur l'eau et de bénéficier à plein du fameux bokeh qu'on obtient avec un 400 mm f2.8 utilisé à pleine ouverture. C'est vrai que là, de par l'image que l'on voit, on sent bien la progression des capteurs, notamment dans l'encaissement des différentes dynamiques, puisque tu as des contrastes qui sont beaucoup plus forts. On a besoin de beaucoup de dynamique. Et puis juste libellule qui est nette. Et ce qui est important aussi dans l'utilisation d'une optique un peu extrême comme un 400 f2.8 que j'ai découvert finalement sur le terrain avec les libellules, c'est qu'il est souvent intéressant de ne pas chercher toujours à avoir un champ complètement dégagé entre l'appareil photo et le sujet, la libellule, et au contraire de laisser par exemple de la végétation aquatique ou des herbes entre l'objectif et le sujet, parce que les avant-plans qui sont évidemment extrêmement flous, parce qu'ils ne sont pas dans le plan net, constituent à la construction graphique de l'image, et notamment on arrive à avoir des fois des stries dans l'arrière-plan, des petites zones avec des flous un peu différents parce qu'il y a quelque chose qui est dans l'avant-plan, et la construction, évidemment, avoir la bonne lumière dans l'arrière-plan, mais aussi avoir construit son avant-plan, participe beaucoup au graphisme des images. Et une grande ouverture, comme ce qu'on a sur un 400 f2.8, concourt beaucoup finalement à cette maîtrise graphique un peu différente des images. Donc là, on sent bien l'évolution. On était quelques années auparavant, l'objectif c'était d'avoir l'insecte net. On a passé l'insecte dans un univers de studio en le rééclairant. Et là, on commence à jouer sur les rapports de net flou et sur le côté graphisme de l'image autour de l'insecte. Également sur cette image. Ça, c'est une image réalisée en fill-in avec un mélange de lumière naturelle par l'arrière-plan et de flash pour accentuer le contre-jour. Donc là, sur une image comme ça, finalement, on associe toute l'expérience acquise aux différentes étapes pour continuer à utiliser le flash pour avoir une très belle lumière, utiliser un 400 mm pleine ouverture pour avoir un graphisme sympathique et une image bien aérée, et puis maîtriser encore l'instant du déclenchement, toujours avec une barrière lumineuse. C'est toujours utilisé avec mes fameuses diodes laser qui permettent de déclencher l'appareil automatiquement. Alors justement, l'instant de ce déclenchement, puisque les libellules sont de plus en plus rapides, on se retrouve en 2010. 2010, c'est l'arrivée d'Instagram. Oui. Et toi, tu as un objectif qui est justement de capturer l'instant décisif. Et là, tu vas faire une petite infidélité à Nikon. Exactement. Il subsistait une difficulté pour photographier les insectes les plus rapides, par exemple un bond de criquet, qui est que il y a un délai de déclenchement entre le moment où on donne à l'appareil le signal de déclenchement et puis le moment où on prend effectivement la photo, puisqu'il faut relever le miroir, ouvrir l'obturateur. Et sur certaines prises de vue extrêmement rapides, ce délai de déclenchement-là n'est pas du tout négligeable. Donc j'avais travaillé avec le bureau d'études d'Hasselblad en Suède pour piloter directement l'électronique de leur dos de boîtier moyen format, de manière à rendre quasiment négligeable ce délai-là, puisque en pilotant directement le déclenchement par l'électronique du boîtier sans obturateur mécanique, on arrivait à déclencher en quelques microsecondes la capture, ce qui m'a permis de photographier certains insectes très rapides ou de photographier comme celui-là. Ça, c'est une ascalaphe, qui est un insecte qui est à mi-chemin entre un papillon et une libellule. C'est ni un papillon ni une libellule, mais c'est un insecte carnivore, donc il a un comportement très, très nerveux, il vole très vite. Et puis j'ai commencé aussi, grâce à cette solution-là, à photographier mes premiers bonds de sauterelles ou de criquets. Alors c'est ce qu'on voit à l'écran là.
C'est un assemblage d'images ou C'est un assemblage de deux images parce que les mouvements sont très rapides. Et sur cette image-là, la première image a été prise alors que la sauterelle a encore les deux pattes arrière posées sur l'herbe et les quatre pattes avant sont déjà soulevées. Et l'astuce pour prendre cet instant décisif-là, c'est de placer le rayon laser qui permet de déclencher le boîtier sous l'herbe. Et au moment où la sauterelle donne son impulsion pour s'envoler, elle fait baisser l'herbe sous l'effet mécanique de l'impulsion, et on détecte le fait que la brindille baisse pour déclencher au bon moment. Et donc là, tu les figes avec des vitesses assez rapides? Oui, donc là, j'ai des durées d'éclair de l'ordre d'un 30 millième à un 40 millième de seconde, et je me rends compte sur ces images-là que j'ai un petit peu de flou de bouger. Si on zoome vraiment, là, sur une image plein cadre, on ne le voit pas, mais j'ai un petit peu de flou de bouger et ça me déplaisait. Ça te déplaisait, tu ne voulais pas illustrer le mouvement avec le bouger. Donc il faut aller plus vite en vitesse. Voilà. Donc là, on est en 2014. En 2014, Netflix arrive. Et toi, tu veux figer l'ultra rapide. Oui, et je ne me satisfais plus des flashs du commerce, donc je travaille avec une entreprise anglaise qui s'appelle First Light Lamps à côté de Cambridge, qui développe des flashs, des lampes à éclat sur spécification. Et donc ils ont développé une petite gamme de flashs à haute tension. Et il y a un modèle qui convenait parfaitement à mon utilisation, qui donne accès à une durée d'éclair de 1/111 millième de seconde. Donc qui permet de figer des actions vraiment très très rapides. Alors là justement tu nous expliques, parce que pour beaucoup d'entre nous on fige avec la vitesse de l'obturation, et non, toi tu figes avec la vitesse de l'éclair du flash. Voilà, c'est ça exactement. En fait, les obturateurs étant à cette époque-là, ça va changer, heureusement pour moi, n'étant pas assez rapide, étant limité à 8 millièmes de seconde, ce qui est déjà rapide pour une utilisation standard, mais pas assez pour moi, j'utilise la durée de l'éclair pour figer le mouvement. Donc avec les flash Cobra standards, on arrive quand même en réglant sur des très faibles énergies à avoir des durées d'éclair de l'ordre de 1/30 millième de seconde. Mais quand on veut aller au-delà, il faut finalement avoir des flashs avec des lampes plus grandes qui sont alimentées à plus haute tension, d'où le nom de flash à haute tension, et qui permettent de raccourcir encore la durée de l'éclair tout en ayant encore un éclair suffisamment puissant. Donc ces flashs-là ont des grandes lampes qui mesurent 18 cm de long et qui libèrent encore une trentaine de joules, ce qui correspond à peu près à un flash Cobra sur une puissance entre 1,5 et 1/4, mais qui ont une durée d'éclair de 1/111 millième de seconde. Donc il n'y a plus aucun mouvement trop rapide. Et on peut figer, comme sur certaines images que j'ai apportées là, ici, des gros plans sur le début du bond d'une sauterelle qui est... Il faut imaginer, par exemple, pour illustrer la vitesse avec laquelle l'action se passe, pendant le temps, pour relever le miroir et ouvrir l'obturateur d'un réflexe, une sauterelle comme ça parcourt 5 cm. Donc pour figer un mouvement aussi rapide que ça, il faut vraiment avoir des temps de pause très très courts. Et tu n'avais pas la pré-capture? Non, on n'avait pas encore la pré-capture. Ah, quand elle est arrivée avec les Nikon One, c'était peut-être à cette époque-là. Oui, mais moi j'aimais bien avoir beaucoup de pixels aussi. Et mon Hasselblad avec ses 100 millions de pixels de ce côté-là. Ça permettait de faire des beaux tirages, et j'ai souvenir de belles expositions. Oui. 2016, c'est l'arrivée de la Smart TV. Tu es dans le mouvement, et je crois que toi, ton objectif en 2016, c'est plutôt de montrer la trajectoire du vol. Oui, et pour bien illustrer ça, j'ai l'intention d'assembler sur une seule image plusieurs instants successifs photographiés en rafale. Et le Nikon D5 qui apparaît à ce moment-là est très sympathique, puisqu'on monte les cadences de prise de vue à 12, voire même 14 images par seconde, avec un réglage un peu spécial du boîtier, qui permettent d'assembler des séquences comme ça que je photographie en rafale, soit pour certaines situations comme celle-ci en lumière naturelle, soit en utilisant les mêmes techniques d'éclairage que pour mes photos antérieures, où j'associe flash et rafale du Nikon D5 pour composer une image plus aérée. Et ici, en plus, j'associe le Nikon D5, une série de flashs pilotés sans câble avec le module EUC800 et la grande luminosité d'un tel objectif, puisque cette image-là est réalisée de nouveau avec le fameux 200 mm f2 que j'utilise à pleine ouverture et qui permet finalement de montrer la trajectoire du papillon, puis de montrer un papillon flou qui entre dans le plan net, puis qui sort du plan net en exécutant un virage. Et c'est l'association de l'ensemble de ces possibilités qui permettent de créer ces images-là.
À la même époque, j'utilise aussi le Nikon D850 pour d'autres types d'images où je travaille vraiment sur le graphisme des images quand j'ai besoin de plus de résolution, mais aussi d'une très grande dynamique, parce que le Nikon D850 est vraiment très sympa pour ça. Il permet finalement de travailler avec des lumières en contre-jour exigeantes en termes de dynamique. Donc ça me permet de photographier beaucoup de clichés en contre-jour, voire même des scènes de coucher de soleil. Donc ici, on voit le rendu typique qu'on obtient quand on met la grande lentille à 400 mm f2.8 face au soleil à courte distance. On se retrouve avec un disque solaire qui reprend quasiment tout, qui occupe quasiment tout l'arrière-plan et un sujet en contre-jour. Donc ici, débouché avec un seul petit flash, je crois que c'est un SB 910, sur lequel j'ai mis une gélatine orange pour que la température de couleur du flash corresponde à celle de la lumière du soleil couchant. 2020, c'est l'arrivée des Z dans ton sac photo. Oui, les Z arrivent dans mon sac photo d'abord par la qualité des optiques Z en fait. Et même si à l'époque j'utilisais mes Micro-Nikkor, je trouvais qu'ils étaient excellents, il faut dire que par exemple un 105 ma macro Z procure encore un gap en qualité, et en particulier quand on l'utilise à pleine ouverture et en très gros plan, on n'a aucune perte de qualité. Donc comme je suis amateur de bokeh, dès que j'ai besoin de cadrer en gros plan, aujourd'hui avec mon 105 mm macro Z, je travaille souvent f2.8, comme sur cet exemple d'image-là. Et puis dans la gamme Z, il y a une optique exceptionnelle qui, a priori, n'était pas faite pour moi, mais qui, dès que j'ai eu l'occasion de l'essayer, bien malgré moi, parce que c'est Nikon qui me l'a prêté alors que je ne l'avais pas demandé. Enfin, Nikon, non, j'ai vu arriver l'optique, je me suis dit, ça c'est pour Ghislain, il doit nous sortir des trucs, et ouais, je te l'ai envoyé. Voilà. Donc c'est une belle optique qu'on peut montrer ici, qui est assez lourde, hein, qui pèse plus de 2 kg, qui n'a pas été conçue par les ingénieurs pour une utilisation en proxy photo, mais quand on cadre serré, on voit apparaître des bokehs absolument fantastiques. Ça permet vraiment de créer des cadrages larges que j'affectionne sur le monde des insectes, avec un rendu d'image que je n'avais jamais vu auparavant. Donc après quelques semaines d'essai, je l'ai adopté. Oui, et puis je crois que tu as publié quelques images qui ont été vues par des collègues japonais, notamment le concepteur de l'optique, je crois qu'il est revenu vers toi. Oui, c'est quelqu'un qui dirigeait le bureau d'études, qui a conçu l'objectif. C'est M. Murakami, hein, on peut le citer, qui m'a envoyé un mail qui m'a fait beaucoup plaisir. Il m'a expliqué que mes photographies de papillons prises avec le Noct avaient fait le tour du bureau d'études. Et les ingénieurs qui avaient conçu l'optique étaient très satisfaits de découvrir que les photographes imaginaient des conditions d'utilisation de l'optique qui n'avaient pas du tout été envisagées par les designers. Excellent. On est sur une belle plaque là encore qui a été faite avec du Z7. Oui, et là j'utilise complètement les possibilités graphiques du Noct pour jouer avec les herbes autour du petit papillon. On est toujours avec des barrières d'autodéclenchement là-dessus? Là, toujours là. Encore, oui, oui. Parce que je crois que tu t'en es débarrassé, mais c'est un petit peu plus... Oui, avec le Z7, j'utilise encore des barrières de déclenchement. On continue ces photos, elles sont magnifiques. C'est toujours du Noct, ça? C'est toujours du Noct avec le Z7. Et c'est une des dernières photos que j'ai fait avec le Z7, puisque rapidement, il y a un nouveau boîtier qui allait complètement révolutionner mes méthodes de travail. 2021, pour resituer ces persévérances qui se posent sur Mars. Et toi, tu rentres avec le Z9 et je découvre le début, une nouvelle révolution. Ma première manière d'exploiter la révolution du Z9, c'est d'utiliser ses capacités de déclenchement en rafale à vraiment très haute cadence, puisque j'utilise seulement la rafale à 20 images par seconde pour laisser un petit peu plus de liberté sur le choix de l'instant primordial pour avoir une photo bien cadrée. Donc, pour exploiter complètement cette cadence infernale, je développe une nouvelle électronique de déclenchement qui permet de mieux s'associer au Nikon Z9. Et puis, je fais l'acquisition de flash Profoto, qui sont des flashs B10, pour les citer, qui ont une double qualité. D'abord, ils permettent d'émettre des éclairs extrêmement courts, qui sont un peu intermédiaires entre les flashs à haute tension et des flashs classiques, puisqu'ils donnent accès à une durée d'éclair de 1/50 millième de seconde. Mais ce qui est aussi intéressant avec ces flashs-là, c'est qu'ils savent suivre la cadence de 20 images par seconde du Z9, donc on peut créer des rafales de 20 éclairs par seconde, et donc de mieux sélectionner quel est l'instant
du vol d'un insecte qui procure la bonne attitude, avec l'insecte dans le plan net, au bon endroit. Ben justement, tu nous montres une barrière de déclenchement, je te laisse en attraper une. Donc là, on a bien changé d'univers, de taille. Alors, la caméra. Non seulement j'ai développé une électronique qui est adaptée au Nikon Z9. D'ailleurs, j'avais même dessiné un Z en jaune sur le boîtier pour faire un clin d'œil à Nikon. T'as le droit, ça. Mais en plus, pourquoi je me permets de faire ça, c'est que, et c'est surtout utile pour la barrière elle-même, c'est que j'utilise dès lors de l'impression 3D pour fabriquer mes systèmes de déclenchement automatique. Donc c'est en plastique, c'est très léger, c'est facile à emmener sur le terrain, on utilise toujours une petite diode laser, et puis si on a un souci, qu'on casse quelque chose, eh bien, on réimprime, et puis on n'a plus de soucis, je dirais, de logistique pour utiliser tout ça sur le terrain. Donc ça donne beaucoup de souplesse. Alors justement, il y a cette photo-là qui a été faite avec, où on retrouve les jolis rangs derrière de l'arrière-plan. C'est donc fait avec le Noct, c'est pour ça. Bah ouais, On retrouve la patte de cette belle optique. Ouais. Bon là, je travaille à diaphragme fermé, hein. Je suis à F1 avec le Noct. Ouais, 0,95. Je suis pas à 0,95. Et puis, justement, typiquement, ça c'est un petit insecte qui s'appelle une mouche scorpion, parce que c'est une mouche qui ressemble à un scorpion avec son indice reproducteur. Hein. C'est pas du tout un scorpion. Mais comme son attitude est très variable pendant le vol, le fait de travailler avec une courte rafale à 20 éclairs par seconde, ça permet d'avoir plus de chances d'avoir une attitude intéressante. Et c'est un des apports très sympathiques du Nikon Z9. Cette autre image aussi assez spectaculaire, très graphique. C'est une petite mouche qui vole dans un noisetier au début du printemps. Alors 2022, justement, c'est la mission Artemis qui est la nouvelle mission lunaire. Et toi, tu es toujours avec le Z9 et tu as un nouveau défi, c'est figer le vol des insectes, mais en lumière naturelle. Et pour cela, j'exploite une autre caractéristique révolutionnaire pour mon usage du Nikon Z9, c'est que le boîtier n'a plus d'obturateur mécanique, donc il n'y a plus aucun inconvénient à utiliser des durées d'obturation extrêmement courtes. Et donc le Z9 permet de monter jusqu'au 1/32 millième de seconde. Et ça me permet d'essayer de me passer de flash et de travailler en lumière naturelle pour figer les mouvements avec ces temps de pause très courts. Mais il se pose une difficulté, c'est qu'il faut avoir suffisamment de lumière pour utiliser le 1/32 millième de seconde. Et l'association tombe sous le sens, puisque j'associe le Noct avec le Z9. Et comme on voit sur cette rafale ici, donc on associe rafale à 20 images par seconde, le 1/32 millième de seconde du boîtier, la grande ouverture du Noct, pour créer une image très graphique. Puis souvent il y a un ISO auto, histoire de laisser l'appareil photo exposé. Voilà, en général je travaille en réglage manuel pour l'ouverture et pour le diaphragme, comme ça me permet de sélectionner le 1/32 millième de seconde et le f0,95 pour le diaphragme, et l'ISO auto permet d'équilibrer l'exposition correctement. Alors il n'y a plus de barrière lumineuse, il n'y a plus rien, on a tout oublié là. On a tout oublié, là t'es passé en mode reporter, une optique, un boîtier et plus d'accessoires. Ouais. C'est une vraie révolution pour moi. Et c'est la possibilité du Nikon Z9 qui est un boîtier hybride qui donne accès à des optiques fantastiques comme le Noct, et la suppression de l'obturateur mécanique qui ouvre toutes ces possibilités. Et toi qui as une valeur ajoutée à créer des barrières, tout ça il n'y a plus besoin. Non, il n'y a plus besoin, et tant mieux, parce que ça permet de capter des scènes qu'on ne pourrait pas obtenir, soit des attitudes comme sur ce petit aurore où on voit que le papillon garde la tête horizontale quand il prend un virage, soit même de photographier des scènes extrêmement éphémères et qui n'avaient jamais été photographiées à ma connaissance, qui sont par exemple l'accouplement de deux papillons en plein vol. Il faut être dans la nature pour le faire, et le Noct et le Nikon Z9 m'ont permis de capter ce genre de scènes extrêmement rares. Et je crois justement que ces photos rares ont été prises par des scientifiques qui, eux non plus, n'avaient jamais documenté ce type de comportement. Oui, tout à fait. Notamment la tête droite dans le vol. Oui, et j'ai eu l'occasion récemment de faire plusieurs expositions en collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et pour légender mes photos, donc j'ai travaillé avec des scientifiques du muséum. Et quand ils ont découvert mes photos, ils ont aussi découvert des attitudes auxquelles ils s'attendaient, parce que leurs études leur avaient montré qu'il y avait tel ou tel comportement des papillons, mais ils ne l'avaient jamais vu par l'image. Ils étaient très contents de découvrir dans mes images finalement la conclusion de certaines de leurs études.
Ah non, et puis là, j'admire la progression parce qu'on est parti 30 ans, c'était faire une image nette sur une série avec toute l'évolution des capteurs, toute l'évolution des optiques, les écritures des arrière-plans pour aujourd'hui arriver à documenter des scènes animales, des scènes d'insectes qui n'avaient jamais été observées. Oui, c'est assez agréable de découvrir à quel point finalement l'évolution technologique permet à la fois de faire évoluer le graphisme des images, mais aussi d'avoir des images qui renseignent davantage sur le comportement des insectes. 2022, c'est l'arrivée de ChatGPT. Il y a un nouveau bouleversement dans la photographie numérique. On sait que l'autofocus du Z9 intègre de l'IA. Derrière, nous avons des séries de mises à jour où on arrive à avoir du pré-déclenchement, où on arrive à avoir de l'autocapture. Ça change quoi dans ton univers photographique? L'évolution des firmware m'a apporté une fonction qui est vraiment très très utile dans mon cas d'emploi, qui est le pré-déclenchement, parce que pour moi, capter l'instant décisif, c'est quelque chose qui reste délicat, et le pré-déclenchement utilisé à 30 images par seconde, tout en conservant les 45 millions de pixels du Nikon Z9, ça permet finalement de ne plus avoir besoin de se concentrer sur l'instant décisif et de se concentrer plutôt sur la composition des images, sur les attitudes, en réfléchissant à la trajectoire que va prendre l'insecte pour photographier par exemple une libellule qui est en plein virage avec les positions des ailes qui sont très difficiles à capter lorsque l'insecte s'inscrit dans une courbe. Et le pré-déclenchement permet vraiment de se concentrer sur autre chose que l'instant décisif, qui était une obsession quand j'ai commencé. Et avec le pré-déclenchement, on s'en occupe plus du tout. Finalement, on travaille détendu. Et puis, à partir du moment où on a vu la bonne action dans le viseur, la grande évolution par rapport aux images qu'on montrait tout à l'heure, c'est que c'est quand même une image qui est réalisée sans barrière lumineuse, sans flash, en lumière naturelle. Ben justement, on te voit sur cette vidéo en train de travailler directement sur le terrain avec ton Z9 sans barrière lumineuse. Oui. Et puis je continue à être adepte des optiques à grande ouverture parce qu'aujourd'hui j'utilise toujours un 400 mm f2.8, mais cette fois-ci en monture Z qui est une optique fantastique et on voit dans le 400 mm f2.8 comme dans d'autres optiques finalement l'évolution en termes de qualité des optiques, et puis on peut l'associer pleinement à toutes les fonctions du Z9, et en particulier sur cette situation-là, je vais utiliser la fonction de pré-déclenchement du Nikon Z9, toujours utilisé à 30 images par seconde et 45 millions de pixels, qui est le réglage que j'affectionne le plus. Donc finalement, on retombe sur les techniques du début, d'il y a une trentaine d'années où on faisait plusieurs scans, on assemblait les images, mais là on assemble des images de rafale, oui, avec une écriture des arrière-plans qui est complètement différente, avec des dynamiques complètement différentes, avec des niveaux de détails qui sont spectaculaires et qui ravit les scientifiques, puisque tu leur permets d'observer des choses qu'ils imaginaient mais qu'ils n'avaient jamais observées. 2023, c'est l'intelligence artificielle qui arrive dans Photoshop, c'est l'image générative qui devient accessible à tout le monde. Et en parallèle, Nikon sort cette optique, le Plena, le 135 1.8. Oui, qui est une optique sympathique pour moi parce que c'est un très bon complément du Noct, parce que le Noct a un rendu fantastique, unique, mais ce n'est qu'un 58 mm et il y a quand même pas mal de situations où on a besoin d'avoir un petit peu plus de distance, et avec le 135 mm qui a encurté l'objectif, ça comble finalement ce manque-là. Et donc je travaille toujours à grande ouverture, j'utilise très souvent le Plena f1.8 et ça me permet comme ça d'avoir des scènes prises au téléobjectif, toujours avec un rendu et un bokeh très graphique. Et en faisant confiance à l'autofocus de l'appareil photo. Oui, c'est aussi un des avantages du Plena, c'est que j'ai accès à l'autofocus, alors qu'avec le Noct, on travaille exclusivement en mise au point manuel. Oui. Et le Plena adore beaucoup les scènes aussi en contre-jour. On arrive à avoir des rendus sur l'arrière-plan très... C'est ce que l'on voit sur ce papillon, notamment avec la quantité de petits détails. Oui. Et là, justement, tu nous as mis deux images différentes, une au Plena et puis une au Noct. Oui, c'est ce qui permet de montrer que sur l'image de gauche avec le Noct, avec la focale plus courte, on doit être vraiment dans le sujet, donc on a un effet de perspective plus accentué, avec finalement un sujet beaucoup plus proche et un soleil plus petite taille dans l'image, du fait que on travaille avec une focale standard. Et à l'opposé, sur la droite, on distingue bien un rendu téléobjectif procuré par le Plena, où on voit plutôt cette fois-ci une compression des différents plans
avec une compression de perspective typique d'un téléobjectif. Donc les deux optiques se complètent à merveille. Merci Ghislain. Si on veut continuer l'aventure avec toi, il y a tes livres. Oui. Tu donnerais quel conseil à quelqu'un qui débute en photographie d'insectes? Parce que tout le monde ne peut pas s'offrir un Z9, tout le monde n'a pas un Plena ou un Noct. Il faut démarrer, je pense, quand même avec une optique macro, parce que la souplesse d'emploi, c'est quand même important pour ne pas avoir trop de barrières. Typiquement, le 105 mm est un excellent compromis. Il ne faut pas hésiter à faire tomber certaines idées reçues, notamment pas hésiter à travailler à grande ouverture. Se forcer à ne pas cadrer trop serré, parce que souvent, quand on débute en macro, on a tendance à cadrer trop serré. Moi-même, quand j'ai débuté, je tombais dans ce travers-là. Et ne pas oublier quelque chose qui est fondamental en photographie, et qui est évidemment vrai aussi en macro, qui est d'avoir une belle lumière pour créer... Alors justement, c'était la question suivante du conseil à tous les experts qui nous écoutent. La lumière. La lumière. Il faut penser à la lumière. Voilà. Et quand on progresse en photographie et qu'on accepte d'investir un petit peu plus pour avoir un peu plus de matériel, c'est la qualité des objectifs après la lumière. Et les Nikon Z y répondent. Merci Ghislain, merci à tous.